Merci Ursula Bisa-Benedetti de nous accorder ces petits moments de discussion. On peut commencer par évoquer les sujets du colloque dans lesquels nous sommes. Donc les échanges en Europe après la guerre mondiale, pendant quelques décennies, jusqu'à 1975. Donc c'est ce qu'on appelle le jardin moderne ou le jardin moderniste. Je ne sais pas trop quel est le terme exact en français qu'il faut utiliser, moderne ou moderniste. Pourquoi ce thème? Quel est l'intérêt aujourd'hui de s'intéresser à ce moment de l'histoire des jardins et en Europe en particulier? Il y a deux aspects. Un des aspects, c'est que autant dans le domaine de l'architecture, c'est une époque qui est déjà très bien étudiée, qui a donné lieu à énormément de publications et d'intérêt aussi de la part du public. On voit même sur les réseaux sociaux, il y a des groupes qui postent des photos là-dessus. Autant dans le domaine du paysage, la chose se présente très différemment. Et ça pose deux types de problèmes. D'une part, voilà, une non-perception de ces espaces, de ces paysages comme faisant partie souvent d'ensemble avec le bâti qu'ils accompagnent. Un problème de maintenance de la part des gestionnaires, puisqu'il n'y a pas cette sensibilisation à une valeur de cette période. Et ensuite aussi du fait que le matériau paysage est beaucoup plus fragile que l'architecture. C'est-à-dire qu'un parc qui n'est pas entretenu, d'une part, toute une série de plantations vont dépérir. Je pense à des vivaces ou à des plantations qui demandent énormément d'entretien. Et un jardin sans entretien, c'est un jardin qui petit à petit disparaît. Et de par sa nature malléable, souvent il va être remanié. Parfois par des gestionnaires qui n'y voient pas de mal et qui pensent que ou qui vont planter des haies ou qui vont ajouter des plantations. Donc en partie, on va retrouver des parties de ce patrimoine qui sont totalement dénaturées et de par là même dévalorisées, et les intentions d'origine des concepteurs deviennent illisibles, voire ont été totalement modifiées et donc disparaissent. Et donc je pense que ce type de symposium, de congrès est vraiment important pour sensibiliser à la valeur de ce patrimoine récent. Autant pour le 18e, 19e, début du 20e, c'est déjà établi comme catégorie l'art des jardins et du paysage. Autant pour la seconde moitié du 20e siècle, c'est compliqué. Et ces espaces sont en danger parce qu'ils sont arrivés maintenant à ces quelques décennies où ça commence à devenir critique. Le jardin, il se perpétue toujours pendant un certain nombre de décennies sans trop de problèmes. Mais voilà, de par le cycle de vie des plantes, on arrive à un point où si on les entretient ou on ne les restitue pas de manière correcte, ils disparaissent ou ils sont... D'où l'intérêt d'en parler, de s'y communiquer sur le sujet. Hier, tu nous as passionnés avec ton intervention sur un exemple belge, très intéressant, j'ai trouvé particulièrement intéressant. Tu peux nous en dire quelques mots peut-être? Oui, alors je voulais aussi mentionner cet exemple belge pour des raisons d'historiographie, parce qu'on le sait dans l'histoire des jardins, dans l'histoire du paysage. Il y a certains pays qui sont très connus et qui ont eu tendance à marquer les grands jalons de l'historiographie. Et j'utilise à dessein le terme historiographie parce qu'il y a des choses qui se perpétuent au fil du siècle, et souvent aussi ce sont les grands pays qui sont mentionnés dans les grandes histoires des jardins, des paysages. On songera bien évidemment à l'Italie, à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne plus tard. Or, comme en jardin, en paysage, toute est l'histoire de transmission. Il y a une histoire beaucoup plus complexe des jardins et des paysages qui se fait aussi dans les petits pays, mais qui n'a pas encore attiré autant d'attention de la part des chercheurs et qui mérite d'être écrite et évoquée aussi et surtout parce que parfois on s'aperçoit qu'il y a des déclinaisons locales, des interprétations ou même des créations locales qui sont tout à fait originales
et qui ne figure nulle part parce que voilà, ça ne semble pas digne d'intérêt. Et ce parc système d'Anderlecht qui a été créé dès la fin des années 50, début des années 60, et qui, de par son ampleur, est tout à fait exceptionnel, mais aussi de par sa durée dans le temps, puisqu'elle a été implémentée sur de nombreuses décennies et qui continue à être implémentée selon, on va dire, les concepts développés dans les années 60, est très intéressant au niveau international. Or, je pense qu'il est totalement inconnu ou méconnu, même de la part de spécialistes. Voilà. Il y en a sûrement plein de sites complètement méconnus et qui méritent d'être découverts. C'est vrai qu'on parle souvent des grands jardins, des grands parcs, des paysagistes qui ont laissé une trace. On connaît Gareth Egbo, on connaît Thomas Church, on connaît Christopher Tanner, on connaît Pietro Porcinai, donc on connaît peut-être Jellicoe. Voilà, donc on a l'impression que peut-être les années 50, 60, c'est une constellation de grands noms. Or, bien sûr, il y a des projets qui se font partout et donc il faut vraiment compléter ce puzzle très, très, très incomplet et je dirais même déformant de l'histoire des jardins en y ajoutant toutes ces zones blanches ou grises pour l'instant et aussi en encourageant des recherches plus approfondies pour pouvoir se faire un tableau plus global qui permettra aussi de relativiser la position des grands noms. Parce que pour l'instant, parfois on a l'impression que c'est des grands noms parce qu'on ne voit que, mais une fois que le tableau est complété, ils seront peut-être plus aussi importants et on verra qu'il y en aura d'autres. C'est l'ensemble qui va changer. Et donc peut-être on peut aussi parler du fait qu'on est au CIVA, que tu représentes d'une certaine manière. Pour l'Institut européen de jardin et paysage, c'est vraiment une chance de collaborer avec le comité Peuchère, mais aussi avec le CIVA, qui nous accueille dans ses locaux. À quel titre le CIVA participe, enfin quelle est l'implication du CIVA avec ses archives qu'on a pu visiter hier soir, participe à ce moment, enfin cette exploration du sujet qu'on est en train de faire depuis hier. Oui, alors Marco, tu es déjà familier du CIVA puisque tu es déjà venu nous voir plusieurs fois au cours des dernières années. Nous collaborons avec le comité Peuchère, pour ma part, qui suis au CIVA depuis 2017, et nous organisons notamment un prix littéraire des livres de paysages et de jardins, qui est le prix littéraire René Peuchère. Et donc la collaboration avec le comité Peuchère, pour moi, elle est tout à fait évidente. On a des synergies, et voilà, on a des projets en commun. Et quand le comité Peuchère m'a sollicité pour savoir si on voulait participer, on était bien sûr tout à fait intéressés, puisque l'un de nos domaines d'expertise est l'architecture du paysage et l'histoire de l'architecture du paysage. Et comme mon collègue et moi avions organisé une grande exposition sur l'histoire des espaces paysagers publics à Bruxelles en 2018, nous avions aussi, pour la période concernée par le colloque, donc 1945-1975, on dit en Belgique, voilà, déjà étudier la chose et avons pensé que ce serait intéressant de pouvoir enrichir le discours justement en apportant un regard bruxellois et aussi éviter d'avoir un congrès hors sol où finalement on parle de l'international, des États-Unis, de tas de pays et voilà, l'endroit même où on tient le colloque soit un peu une tache blanche, alors qu'on est une discipline qui est intimement liée au territoire et voilà, à la spécificité des sites. Et puis il y a Peuchère quand même, dont on a parlé hier. Eric Henault a parlé de Peuchère, donc il y a un peu un personnage central, donc un paysagiste belge tout de même. Qui a compté pas seulement par rapport à son travail de paysagiste, à ses créations, mais aussi par rapport à l'IFLA. Donc là, on est vraiment au cœur de ce grand mouvement, de ces échanges en particulier, parce qu'on a mis l'accent, on a voulu mettre l'accent là-dessus. Donc la Belgique était, mine de rien, quand même au centre.
À l'époque, oui. À l'époque, oui. J'espère qu'elle remontera un petit peu dans cette position, mais c'est vrai que Peucher était un cosmopolite. Il parlait plusieurs langues, il parlait couramment allemand. Il était très intéressé par les cultures. C'était un homme aussi très amusant et qui aimait le contact avec d'autres. Et quand on parle de transmission et d'échange et de dialogue et d'inspiration, ces institutions comme l'IFLA à sa création en 1948, quelque part c'était ces personnalités qui avaient des affinités, qui avaient des visions, qui avaient des grands projets. Et Peucher étant très très intéressé à la diffusion du savoir sur la discipline, mais aussi à la prise d'importance de la discipline. Lui, en Belgique, était déjà un acteur très très important. Il avait une position très importante. Il conseillait les ministères des Travaux publics, il supervisait l'implantation des autoroutes. Donc il avait déjà un vrai rôle de paysagiste au sens propre du terme. Et il voulait effectivement renforcer les réseaux internationaux. Et c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'avant l'ère d'Internet, finalement, les informations, les relations, ça circulait à la vitesse grand V. Enfin, cette circulation des idées et des informations était très, 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 très vivace et dynamique. Et même si on écrivait des lettres et qu'on se voyait à des congrès, ça circulait très, très vite. C'était peut-être plus lent, mais c'est peut-être pas plus mal si c'était plus lent. Voilà. D'où aussi le rôle de ces congrès, qui étaient des congrès très ambitieux. Hein. IFLA, je crois qu'ils étaient un peu plus ambitieux qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais je pense que c'était des vrais lieux aussi d'échange sur des grandes visions. Et, enfin, nous avons d'ailleurs les archives de l'IFLA ici, et quand on lit les comptes rendus des années 40, 50, c'est absolument fascinant. Et c'était assez nouveau quand même dans le monde des jardins ou du paysage. Tout d'un coup, cette intensification des échanges. Enfin, évidemment, il y a toujours eu des échanges, heureusement, mais là, il y a eu peut-être un moment où, pas uniquement en Europe d'ailleurs, entre l'Europe et le monde, enfin l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis, il y a eu peut-être une intensification, peut-être parce que c'était après la guerre, je ne sais pas, il y a eu peut-être quelque chose de... Alors il y a eu des prémices, puisqu'il y a le fameux congrès de 1937 à Paris, congrès international d'art des jardins, qui avait déjà jeté une forme de base à cette forme de coopération internationale. Il y a eu en Belgique, voilà, c'est pas pour magnifier la Belgique, mais l'histoire nous le dit, en 1935, un congrès international d'art des jardins qui est organisé par le paysagiste belge Jules Boyssens, et où il y avait déjà toute une série d'acteurs qui promouvaient l'idée d'une association internationale d'art des jardins à l'époque. Étaient présents des Français comme Ferdinand Duprat, Maurice Thionner. Il y a eu aussi une Suédoise, il y a eu Pietro Porcinai. Donc en fait, il y avait déjà l'embryon de cette volonté. Et après la guerre, il y a une grande rupture aussi au niveau de la mission des paysagistes, c'est-à-dire qu'avec la reconstruction et la nécessité de replanifier des choses à une échelle toute nouvelle, la mission des paysagistes change. Autant elle change à grande échelle. Bien sûr, on avait déjà des paysagistes avant, voilà, je pense à Jean-Claude Nicolas Forestier, à Van der Swalmen, qui travaillaient comme des paysagistes urbanistes. Mais là, c'est toute la profession qui a cette vision d'une mutation profonde, et l'IFLA a aussi acté ce changement et cette nécessité de passer à une autre échelle et à professionnaliser les échanges et l'enseignement afin que les paysagistes et les futurs paysagistes soient à même à répondre à ces enjeux qui étaient quand même très différents de ce qu'on pouvait trouver pour beaucoup dans l'avant-guerre. Et d'où aussi le changement de nom Association internationale de l'art des jardins, au Congrès international de l'art des jardins, à architecte paysagiste, qui est un reflet de ce changement d'échelle et de ce changement de définition, quelque part, du rôle des paysagistes. Très bien, merci Ursula.